L'eau, en français, tirerait ses origines du mot « ewe », une déformation linguistique du mot « Ève », la mère de tous les hommes. 3 lettres simples qui définissent ce qui est à l'origine de toute vie. Dans de très nombreuses traditions, l'eau fut créée en même temps que les dieux. Un extrait du livre des morts en Égypte parle même de ce grand dieu qui s'est créé lui-même comme étant l'eau, l'abysse, le père de tous les dieux. Elle serait ainsi à l'origine de toute chose et serait la substance qui purifie et agit autant dans le visible que l'invisible. Et pourtant, elle est encore à ce jour le solvant le plus complexe à étudier pour la science. Pourquoi ? Parce qu'elle possède une combinaison de propriétés étonnantes. Une très grande partie de la communauté scientifique admet qu'on ne sait pas exactement expliquer ses propriétés. Aussi bien pour la physique quantique, la biologie, la médecine, elle est un mystère. Et la célèbre formule H2O serait le parfait exemple d'une définition bien limitée. Pourquoi ? Parce que si l'on considère 18 grammes d'eau, ce qui représente environ 350 gouttes d'eau, et que l'on calcule combien de molécules d'eau ces quelques gouttes renferment, on obtient environ le même nombre d'étoiles présents dans tout l'univers. Or, comme l'affirme le professeur Marc Henry, même si l'univers est fait d'étoiles, il ne se limite pas à une étoile unique. Expliquer l'univers en expliquant le fonctionnement d'une étoile, c'est comme observer cette immensité par le trou d'une serrure. De la même façon pour l'eau, H2O en réduit la compréhension et ne peut donner de réponse sur l'étendue de ses propriétés, de son mouvement et de ses effets particuliers. Cette formule est bien trop éloignée de la réalité. C'est pourquoi l'eau doit être observée et expliquée dans le lien étroit qu'elle entretient avec son environnement, dans son mouvement naturel, sa présence dans notre corps et du lien qu'elle entretient avec ce qui est présent partout et en toute chose, le vide. Les chercheurs qui l'ont librement étudié ces derniers siècles, comme René Quinton, Victor Schauberger, le professeur Benveniste, Roland Plauché, Masaru Emoto, le professeur Montagnier et aujourd'hui le professeur Marc Henry, ont chacun d'eux révélé d'extraordinaires aspects de ce liquide. Parmi les étonnantes propriétés de l'eau, notons la nature de la liaison hydrogène, mais aussi sa capacité d'autorégénération et de vecteur d'information. Ces découvertes ont pour certaines été contestées et pour d'autres simplement oubliées. Sauf qu'il y a quelque chose d'inévitable à notre époque. Ces informations restées longtemps cachées, critiquées ou morcelées, se libèrent telles les eaux libres d'un barrage. Pourquoi ? Parce que ces informations maintenant diffusées et relayées portent en elles une connaissance fertile dont notre société en profonde mutation semble avoir urgemment besoin. Les éléments parsemés de cette grande image sont ainsi en train d'être réunis et c'est ce voyage que nous vous proposons de faire à travers le temps et l'espace. Depuis les découvertes historiques les plus marquantes jusqu'à l'énigme de sa composition la plus intime, de sa fonction au cœur du vivant jusqu'à son rôle dans toute la création, l'eau nous emmène dans une aventure fascinante. Si elle est peu souvent au centre de nos préoccupations sociétales, l'eau est pourtant au cœur des débats scientifiques de ces derniers siècles. L'une des polémiques les plus célèbres la concernant est sa capacité à garder en mémoire des informations. Que signifie exactement cette affirmation ? Selon le dictionnaire Larousse, elle est une activité biologique et psychique qui permet d'emmagasiner, de conserver et de restituer des informations. Cela implique que l'eau aurait la capacité de capter, conserver et restituer une information. Est-ce possible ? Et si c'est le cas, quelle serait la nature d'une telle capacité biologique ou chimique ? En tant que solvant universel, l'eau a cette aptitude extraordinaire de capturer un très grand nombre de composés chimiques et de le réduire en de plus petites parties. Cela provient de ce qu'on appelle les liaisons hydrogènes qui vont encercler d'autres composés chimiques. C'est ainsi que l'eau a la capacité de purifier en solvatant plusieurs substances non désirées qui se sont accumulées dans le corps. Elle devient comme un aimant autour duquel les déchets solides et les toxines s'agglomèrent, permettant de les évacuer par les voies naturelles. Mais l'eau conserve-t-elle la mémoire du composé chimique avec lequel elle a été mise en relation ? C'est sur ce principe que l'homéopathie se base.
elle semble montrer que même à très haute dilution, lorsque la présence moléculaire de la substance n'est plus visible, l'eau conserverait l'information de la molécule chimique avec laquelle elle a été mise en relation. Quand on veut comprendre le mystère de l'eau, c'est-à-dire le fameux dossier de la mémoire de l'eau, il y a une information préalable qui est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre que chaque chose dans notre monde physique émet une signature électromagnétique. C'est-à-dire que chaque atome, chaque molécule, mais chaque ensemble de molécules, chaque objet, émet un champ électromagnétique qui lui est propre. Donc, c'est ce champ magnétique que l'eau va capter. En fait, c'est l'hypothèse du dossier de la mémoire de l'eau, c'est que l'eau peut capter les signatures électromagnétiques des substances avec lesquelles elle entre en contact. Non seulement elle la capterait, mais elle pourrait la stocker et la retransmettre. C'est pour ça qu'on dit que l'eau se souvient, qu'elle a une mémoire de ces signatures électromagnétiques. C'est ce que le scientifique français Jacques Benveniste a mis en évidence dans les années 80 lors de ses expériences. Il est important de rappeler que ce dernier était un scientifique reconnu de son époque qui entra à l'INSERB en 1973 pour diriger plusieurs unités de recherche. Il sera notamment le conseiller de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de la Recherche, de 1981 à 1983. Ce que Jacques Benveniste a tout d'abord mis en évidence, c'est que l'eau semble capable de transmettre les propriétés d'une substance. Il était immunologue, donc il travaillait sur le système immunitaire, il s'intéressait notamment aux allergies et aux allergènes. Il a travaillé avec un allergène spécifique, il a donc rendu un tissu vivant, donc notamment le cœur d'un cobaye sensible à un allergène. Donc quand on approchait cette substance du cœur du cobaye, donc ce tissu réagissait. Et c'est un organe très sensible et qui va détecter de façon très fine, comme dans tous les systèmes allergiques, la moindre trace de blanc d'œuf. Ce que Jacques Benveniste a fait ensuite, et c'est là où c'est surprenant, c'est qu'il a pris donc l'allergène, la substance allergène, il l'a diluée dans de l'eau. Il l'a tellement diluée en fait qu'il est arrivé à ce qu'on appelle des hautes dilutions, ce qui veut dire qu'il n'y avait plus que de l'eau, il n'y avait plus la substance originale dans l'eau. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a approché l'eau du cœur du cobaye et à ce moment-là, le tissu vivant, donc ce cœur, a réagi. Alors qu'il n'y avait plus la substance originale, il n'y avait plus l'allergène dans l'eau, il y avait juste de l'eau. Donc il en a déduit que l'eau était capable de capter les propriétés de la substance allergène, de la mémoriser et de la retransmettre alors que la substance n'était plus présente dans l'eau. En 80, j'étais à la tête d'une équipe d'une quarantaine de personnes qui tournait bien, avec un bon niveau international, jusqu'au moment où nous sommes tombés sur ces expériences tout à fait bizarres. Et j'ai accueilli ces résultats de la même façon que les autres. Je les ai triturés pendant 5 ou 6 ans, et puis j'ai fait mon boulot de chercheur, c'est-à-dire que je les ai envoyés à Nature, la revue la plus élevée de la recherche, où j'avais déjà publié 4 articles, donc j'étais connu dans le milieu. Et à ce moment-là, tout a explosé. Et c'est là où on voit que c'était un excellent scientifique, parce que pour arriver à publier dans une revue aussi célèbre que Nature, et il lui a fallu quand même 3 ans pour publier. C'est-à-dire qu'au départ, il ne voulait pas. La méthode scientifique, à la base, c'est quoi? C'est de dire que si vous observez quelque chose, et si cette chose-là est reproductible, vous devez publier. On ne peut pas vous en empêcher. Et à l'époque, il y a des gens qui ont dit c'est pas reproductible. En fait, Benveniste a bien montré que c'était reproductible et on a été obligé de publier son papier. Mais c'est là où les choses ont été quand même un petit peu biaisées. C'est que l'éditeur en chef de la publication, coincé, il a dit bon, je dois publier, mais il a fait un éditorial où il a dit de toute façon c'est de la foutaise. Et ça, c'est pas correct. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas publier un truc et en même temps dire c'est faux. Donc il y a eu énormément de réactions par rapport à sa publication parce que là, on est sur des données scientifiques qui provoqueraient un changement radical de façon de faire de la science, ce qu'on appelle un changement de paradigme. Nature, donc la revue, a voulu du coup mettre en place une expertise, une seconde expertise pour vérifier les travaux
au vu des réactions que cela avait provoquées. Ils ont envoyé 2 experts au laboratoire de Jacques Benveniste. Ce qui a été critiqué par la suite, c'est que ces experts n'étaient absolument pas des scientifiques, c'était des experts de détection de la fraude. Il y avait notamment un magicien qui s'appelle James Randi et un autre personnage qui est aussi un expert de la détection de la fraude, mais ce n'étaient pas des scientifiques. Ils sont donc venus à Paris, au laboratoire donc, de Jacques Benveniste à l'INSERM, et ils lui ont demandé de reproduire un certain nombre de fois ces expérimentations. Alors tout ça s'est fait dans un climat assez tendu. Jacques Benveniste était aussi un personnage qui avait un certain caractère, donc ça ne s'est pas entièrement bien passé. Toujours est-il que les experts ont jugé que Jacques Benveniste n'avait pas réussi à reproduire ces expérimentations suffisamment pour pouvoir valider son travail. Le fait qu'un liquide qui est considéré comme simple, alors qu'il est extraordinairement complexe, comme l'eau, aussi banale en tout cas, puisse reproduire l'activité de molécules complexes, a heurté considérablement la communauté des biologistes. Au point qu'ils ont considéré, c'est pour ça que je faisais allusion à un canard noir, que nous avions déshonoré, il y a beaucoup, la plupart d'entre eux le pensent, déshonoré la recherche française. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que les choses ont réellement commencé à se gâter pour Jacques Benveniste. Il a été énormément décrié en tant que chercheur. Les choses se sont envenimées, si bien que même les soutiens qu'il avait eus à un moment donné, par prudence, se sont un petit peu retirés. Il a eu la sensation de se retrouver seul au front. L'INSERM a même à un moment donné considéré de lui supprimer son poste. Finalement, ils ont accepté de le garder comme chercheur en réduisant ses crédits et en lui demandant de rester discret. Donc ça a été extrêmement difficile pour Jacques Benveniste de continuer à faire ses recherches, mais il a continué quand même. Et par la suite, il s'est rendu compte donc, que cette mémoire de l'eau pouvait être due justement à un signal électromagnétique. C'est-à-dire que dans la première publication, il disait qu'il y avait une mémoire, mais il ne savait pas encore exactement en quoi elle consistait. Par la suite, il a mis en évidence que cette mémoire, donc ce qu'il appelle le langage de l'eau, pourrait être électromagnétique. On peut capter le signal d'une molécule, donc sa signature propre, on peut l'enregistrer et la retransmettre par une onde radio, par téléphone, par Internet. Et donc il a reproduit ces expériences en transmettant une onde électromagnétique et le tissu vivant qui était réceptif à l'allergène a réagi à l'onde électromagnétique. Nous avons dit que ce qui est important dans la mémoire de l'eau, c'est pas l'eau, c'est ce qui est inscrit sur l'eau. Et les recherches que nous avons faites dans les années qui ont suivi, de 88 à 91, nous ont montré que cette activité inscrite sur l'eau pouvait être effacée par un champ magnétique. De la même façon que vous pouvez effacer avec un aimant ce que vous avez enregistré sur une bande magnétique, mais pas influencer la parole quand elle sort de la bouche. Si nous passons ce que nous appelons l'ovalbumine numérique, le cœur ne fait pas la différence entre cette ovalbumine numérique et la vraie ovalbumine. De la même façon que notre oreille ne fait pas de différence entre un son numérique inscrit sur un disque compact et la vraie personne qui parle ou qui chante. C'est le même son pour elle. On peut imaginer une médecine complètement électromagnétique de ce type. Bon, cela demandera évidemment beaucoup plus de temps, mais les moyens techniques sont à notre disposition. Donc, une des conclusions finales de Jacques Benveniste, ça a été de dire que cette découverte de l'importance des ondes électromagnétiques dans le transfert d'une information sera la base de la médecine de demain. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de médicaments physiques ou chimiques, d'interventions physiques ou de médicaments chimiques, mais on pourra utiliser les ondes électromagnétiques pour soigner les gens. Dans les années 2000, il y a eu un nouveau rebondissement dans l'histoire de la mémoire de l'eau, puisque le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine pour sa découverte du virus du sida, décida de reprendre les recherches de Benveniste. Pour ce faire, il diluera de l'ADN dans de l'eau jusqu'à de très hautes dilutions, dans laquelle on ne retrouve plus aucune trace de la molécule diluée. Il obtiendra les mêmes résultats troublants que Benveniste avec la présence de la signature électromagnétique de l'ADN. L'expérience qu'il mènera par la suite a été réalisée devant les caméras de France 5 dans le reportage « On a retrouvé la mémoire de l'eau » et consistera en un échange d'informations électromagnétiques entre 2 laboratoires, un basé en France et l'autre en Italie.
Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à Paris, ils ont dilué de l'ADN dans de l'eau, jusqu'à un point où il n'y avait plus l'ADN dans l'eau. Ils ont capté la signature électromagnétique de l'eau à ce moment-là, qu'ils ont encodée. Ils ont envoyé cette signature électromagnétique par Internet en Italie. Et en Italie, un laboratoire a été chargé donc de réceptionner un fichier son, en fait, un fichier électromagnétique par Internet, de diffuser ce fichier dans des éprouvettes d'eau pure pour voir si l'eau allait capter l'information. Et ensuite, ils ont eu l'ingénieuse idée d'utiliser un procédé qui est notamment mobilisé en criminologie. Ça s'appelle la PCR, c'est-à-dire que c'est un procédé qui est capable de reconstituer un ADN à partir d'un échantillon témoin. La PCR consiste à mettre dans l'eau des éléments chimiques, des briques élémentaires appelées nucléotides. Ce sont les constituants de base de tout ADN. À ces briques est ajoutée une enzyme, la polymérase, qui va jouer un rôle de catalyseur. Dans un premier temps, ces composants restent inertes, il ne se passe rien. Mais si on introduit les fragments d'un ADN, grâce à l'action de la polymérase, la séquence complète de l'ADN est reconstituée. On aura assez d'éléments pour identifier celui à qui appartient cet ADN. Ce phénomène, la réaction en chaîne par polymérase, valut un prix Nobel de chimie en 1993 à son découvreur, Kary Mullis. Mais ici, dans notre expérience, il n'y a pas physiquement d'ADN, juste de l'eau qui a écouté un signal en provenance de l'ADN parisien. On devrait donc s'attendre à ce qu'il ne se passe rien, car il est impossible que la séquence ADN puisse se reconstituer seule, sans modèle. Donc là, ils ont de l'eau qui a été informée avec une signature électromagnétique. Ils ont mis dans l'eau les composants de base qui servent à construire un ADN, donc on appelle les nucléotides. Et ils ont introduit le procédé de la PCR. Et là, la PCR a réussi à reproduire l'ADN qui avait été enregistré à Paris, juste à partir de l'eau et des composants de base nécessaires à construire une ADN. Et donc la PCR a réussi à reconstituer l'ADN qui avait été enregistré à Paris à 97%. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là de pourcentage, on considère qu'il a reconstitué l'ADN à l'identique. Donc c'est assez étonnant, c'est-à-dire que non seulement ce que ça veut dire, c'est que l'eau à Paris aurait enregistré les informations électromagnétiques de l'ADN et l'eau en Italie aurait réceptionné ces informations et grâce à la PCR aurait reconstruit l'ADN à l'identique. À la suite de ça, le professeur Luc Montagnier a été extrêmement critiqué, pareil comme avec Jacques Benveniste. Mais d'une certaine manière, Luc Montagnier, je pense, le savait avant de commencer ses recherches. Il avait fait le choix de poursuivre ses recherches coûte que coûte. On est confronté à une science qui est dogmatique. Et cette science qui est dogmatique, notamment en France, où malheureusement on est confronté à une science réductionniste cartésianiste, Descartes, ses illuminations ou ses idées, il les a eues en crise mystique. Faut remettre les choses en place. L'approche cartésienne, c'est être extrêmement attentif aux illusions qui vont nous leurrer dans notre prise de décision. C'est pas le fait de refouler l'invisible. L'invisible, justement, ça se questionne, ça s'explore et ça s'observe comme un phénomène. Et dans un second temps, on émet un jugement. Si le jugement, il s'émet a priori en disant « ça, de toute façon, ça ne peut pas exister puisque mon livre me dit que ça ne peut pas exister », tu passes à côté de la moitié du monde. Il y a des dimensions du monde qui échappent à la connaissance scientifique, qui échappent à la connaissance savante, telle que la culture occidentale, telle que la tradition contemporaine occidentale qui s'appelle la science, a cherché à comprendre le monde. Mais si on est sur une approche de science ouverte, tous les mystères deviennent passionnants. Si on est sur une science fermée qui a peur que ces socles s'effondrent dès qu'il se passe quelque chose qui sort du modèle dominant ou qui sort de la norme, là, automatiquement, ça fabrique des réactions. Dans les années 2000, les recherches de Masaru Emoto, titulaire d'un doctorat de l'université de Yokohama en médecine alternative, se sont fait connaître du grand public. Ce dernier a mis au point avec son équipe une méthode d'observation des cristaux d'eau gelés par la photographie. En explorant d'abord son interaction avec nos émotions, il constate rapidement que les prières et les mots changent l'eau et les cristaux. Il distingue alors que l'eau réagit différemment à nos intentions
émotion à différents morceaux de musique, prières ou expositions. Il observe des variations, des changements dans les formes de l'eau laissées dans les cristaux. Des images interpellantes qui marquent plusieurs générations d'entre nous. Mais peut-on vraiment confirmer ces travaux ? Ces protocoles sont assez critiqués sur le plan scientifique, donc il ne faut pas mobiliser Masaru Emoto comme argument scientifique, parce que ça ne tient pas suffisamment la route à ce niveau-là. Par contre, ce qui a été assez incroyable avec les travaux de ce Japonais, c'est qu'il a réussi à produire des photos très étonnantes qui ont fait le tour du monde. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Masaru Emoto a œuvré dans l'éveil d'un intérêt auprès du grand public pour les mystères propriétés de l'eau. Et c'est vrai que quand on voit ces photos, c'est très flagrant, c'est-à-dire que quand il met en avant une photo d'une eau qui a reçu de l'amour ou en avant une photo qui aurait reçu de la haine, les images parlent d'elles-mêmes. Après, comme je le disais, les protocoles sont biaisés parce qu'ils choisissaient les photos justement selon un critère esthétique. Et puis, enfin bon, c'est pas sur le plan scientifique qu'il faut prendre ces recherches-là, mais au niveau esthétique et au niveau pédagogique, en fait, ces photos ont fait le tour du monde. Et donc, les gens se sont intéressés à l'eau suite aux travaux de Emoto. Mais bien des années plus tôt, les prémices de cette révolution des consciences sont déjà visibles. Le médecin allemand Samuel Hahnemann met au point en 1796 l'homéopathie, qui signifie l'art de soigner par le même. Similia, similibus, curentur. Le même soigne le même. Cette méthode de traitement est décriée par la communauté scientifique qui affirme qu'elle ne présente aucun principe actif et donc ne peut constituer de traitement plausible et que toute forme de guérison serait due à l'effet placebo. Qu'a découvert le docteur Hahnemann ? Il s'est rendu compte que selon le degré de dilution qu'il avait, il obtenait des puissances d'information différentes. C'est-à-dire que non seulement on a la substance en elle-même qui a on va dire un schéma informationnel, un type d'information, mais selon combien la substance est diluée dans l'eau, on a des puissances différentes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il s'est rendu compte que plus on dilue, plus les substances sont potentes, c'est-à-dire elles sont puissantes. Ce qui pose vraiment un grand nombre de questions, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a tendance à penser que ce sont les substances physiques ou chimiques qui sont les plus aptes à soigner, ou en tout cas les plus aptes à faire un effet. Ce que l'homéopathie et ce que le dossier de la mémoire de l'eau semble montrer, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que plus on dilue, plus on peut avoir des effets électromagnétiques décuplés. Donc si toutes ces histoires de mémoire de l'eau s'avèrent être réelles, cela montrerait que l'homéopathie, loin d'être une médecine poussiéreuse du XVIIIe siècle, est en réalité une médecine avant-gardiste qu'on n'a toujours pas encore totalement compris, mais dont les effets peuvent être mesurés. Et bien qu'elle ne comprenait pas encore clairement les forces qu'elle était en train de manipuler, utiliser donc des ondes électromagnétiques, des informations invisibles qu'elle a su mettre au service de la médecine. Ce qu'il faut mesurer, c'est l'ampleur des conséquences d'une telle découverte. C'est-à-dire que si on peut utiliser l'eau pour capter des informations électromagnétiques et les utiliser pour soigner notamment, mais aussi pour transmettre de l'information, cela remet en question toute notre science quelque part, c'est-à-dire notre façon de faire de la chimie, de la physique, de la biologie, de la médecine. Et donc il y a à la fois, ça vient questionner sur un niveau, on va dire, idéologique, ça vient questionner les présupposés de la science matérialiste de plein fouet. Et donc c'est toujours très difficile pour un paradigme qui est en place de se remettre en question.
Il y a eu cette blague qui a été souvent mise en avant, c'est qu'il faut attendre que les tenants du paradigme décèdent et qu'ils soient remplacés par des jeunes chercheurs pour que les idées évoluent, tellement on a tendance à s'accrocher à nos idées. Donc ça, c'est un premier niveau, c'est-à-dire qu'il y a un niveau paradigmique, voilà, qui a besoin de changer, et c'est une vraie difficulté. Mais l'autre niveau, c'est aussi qu'au niveau industriel, au niveau financier, c'est beaucoup moins rentable d'utiliser des ondes électromagnétiques pour fabriquer des médicaments, pour faire tourner une industrie, que d'utiliser des produits chimiques. Faisons une pause dans notre questionnement sur la mémoire de l'eau pour plonger au cœur de l'océan. Car il est un chercheur français qui révolutionna de son temps la médecine, alors qu'il reste ce jour presque totalement oublié. René Quinton découvrit à partir de 1895 que l'eau de l'océan et celle de notre corps sont très proches. En effet, leurs concentrations en oligo-éléments et en minéraux sont identiques. La seule différence réside dans la concentration en iode, qui est bien plus forte dans le plasma marin que dans le sang. Dans le protocole de René Quinton, l'eau est prélevée à 10 mètres de profondeur dans des zones de vortex. Puis, sans élévation de température, elle est diluée afin que sa salinité soit équivalente à celle de notre corps. René Quinton transfusera un animal avec ce plasma marin et le sauva de la mort. Il venait de créer ce qu'on appelle le plasma de Quinton. Et c'est ça qu'il a utilisé chez les mammifères, les chiens, les lapins, et puis à partir de 1907, chez des êtres humains. Et il a sauvé, il est réhydraté. À l'époque, il pouvait y avoir comme ça des épidémies dans les maisons de naissance de bébés qui avaient des diarrhées infantiles déshydratantes, des dysenteries. Et il a sauvé la vie comme ça de quantités d'enfants, de dizaines de milliers d'enfants, parce que ces dispensaires marins qu'ils mettaient en place, ou qui plus est, c'était des injections qui avaient lieu de façon gratuite. Donc les gens faisaient les mères de famille, les nourrices faisaient la queue dans la rue pour aller voir son dispensaire marin qui était à Montparnasse. Le quotidien L'Intransigeant disait en 1907 qu'est un sérum de Pasteur. C'est un sérum particulier à une maladie, un sérum qui attaque un microbe donné et aucun autre. Qu'est un sérum de Quinton? C'est un sérum qui n'attaque aucun microbe particulier, sinon qu'il donne à la cellule organique la force pour lutter contre tous. Sa méthode permit de sauver d'innombrables vies. Toutes ces expériences furent enregistrées officiellement et leurs résultats prouvés scientifiquement. En 1912, il y avait un tiers des médecins parisiens qui pratiquaient la méthode marine. Il y avait 5-6 hôpitaux qui l'utilisaient également. Il y avait plusieurs travaux de recherche, des thèses de médecins qui étaient là. Mais sauf qu'avec la Première Guerre mondiale, toute cette fine fleur et toute cette nouvelle génération, 90% d'entre eux ont été tués par la guerre. Donc ce qui fait qu'en fait, au lendemain de la Première Guerre mondiale, Quinton est parti dans d'autres directions parce qu'il était passionné de l'aviation, il était passionné des vols libres, il était passionné de ces approches-là. Il est mort en 1925 de mémoire. Mais donc la thérapie marine à base du plasma de Quinton a vivoté après la Seconde Guerre mondiale. Ça a vivoté parce que il y avait plus de, on va dire, d'écosystème médical. Il y avait plus de médecins qui étaient les alliés de Quinton pour promouvoir cette méthode. Parce que comme Quinton n'était pas un médecin, il était autodidacte. Il a eu un poste de physiologiste, donc spécialiste du fonctionnement humain, mais il était d'abord autodidacte. Et donc, il n'était pas très bien vu du sérail par rapport à ce qu'il proposait, quand bien même les résultats étaient là. Et quand Quinton est décédé, et comme il avait des amitiés de haut niveau, bien placées, ça a été un deuil national. Il y a eu le même genre de procession dans les rues de Paris que pour les obsèques de Johnny Hallyday. Le 13 juin 1925, en l'église Saint-Ferdinand des Ternes à Paris, un service funéraire était célébré en présence d'une foule considérable, dans laquelle on relevait un grand nombre d'enfants et de leurs mères, mais aussi d'importantes personnalités, comme le Premier ministre français, Paul Painlevé.
Cet homme n'était pas un homme politique ni militaire, médecin ou scientifique de formation. Mais ce que ces découvertes avaient offert à l'humanité était incommensurable. Ses travaux et ses expériences avaient été publiés dans le monde entier. Les scientifiques de son temps le mettaient sur le même plan que Pasteur ou Darwin. Comment, après avoir été aussi célèbre, fut-il totalement oublié par l'histoire ? Dans le monde anglo-saxon, quand il y a eu des articles sur lui, on le présentait comme le Darwin français, par rapport à sa description de la compréhension des phénomènes. Donc on a des vrais gisements dans l'histoire des sciences qui sont à notre disposition. Et au niveau de l'enquête que j'ai pu mener sur ce projet, moi, une de mes hypothèses de travail, c'était que si c'est vraiment génial, aussi génial que ce que l'on dit ou ce que l'histoire nous le montre au niveau des documents noir et blanc, il doit y avoir encore des personnes qui en font aujourd'hui. Et effectivement, des personnes en faisaient aujourd'hui. Et ce qui était génial, c'est que c'était des personnes qui étaient toutes médecins. C'était pas des naturopathes ou des gens en médecine douce, alternative, praticiens de santé. Non, les personnes que j'ai rencontrées, des spécialistes du sang qui interviennent comme des experts antidopage dans les compétitions internationales, des personnes qui étaient donc médecins, d'autres qui étaient dentistes. Donc c'était vraiment des vrais médecins qui l'utilisaient dans leur pratique et qui l'utilisent avec des usages neufs par rapport à ce que Quinton avait employé auparavant. Un des usages clés, importants, c'est l'usage en injection sous-cutanée. On est toujours dans des approches sous-cutanées et toujours avec de l'isotonique contre les hernies discales. Parce que on peut imaginer, c'est une hypothèse de travail, on peut imaginer que le disque intervertébral, c'est un cartilage. Le cartilage, c'est imbibé d'eau à 90%. Et donc, en fait, quand il s'amincit, c'est en fait qu'il perd son eau. Il se tasse comme une éponge trop sèche. Et avec donc du plasma marin injecté avec plein de petites aiguilles tout autour de la zone, dans le terrain, dans le milieu qui est autour de cette zone-là, ça va permettre de faire regonfler le disque intervertébral. C'est une méthode sur à peu près 10 semaines, une séance par semaine, où il y a à peu près 1 demi-litre de plasma marin isotonique qui va être injecté. On est dans des connaissances et des savoirs qui ne vont pas dans le sens d'un commerce. Et c'est pour ça que ces pratiques-là restent marginales, quand bien même il y a 150 000, sur le cas de la hernie discale, il y a 150 000 personnes par an qui passent sur le billard et on sait que s'il y a une intervention mécanique sur la colonne vertébrale et sur les disques intervertébraux, 6 ans, 7 ans, 8 ans plus tard, ils font un second passage, éventuellement on commence à mettre des plaques pour visser les choses. Et là, nous, tous les témoignages qu'on a récoltés sur l'injection de Quinton par rapport pour éviter le problème des hernies discales, qu'il soit chauffeur de taxi, qu'il soit maçon, qu'il soit dans des métiers où le corps est vraiment sollicité, 15 ans plus tard, ça tient toujours. Ce qu'on a mis aussi en évidence récemment, c'est qu'en fait, et c'est sans doute ça qui explique ce qui se déroule avec les hernies discales, c'est qu'en fait, ça participe de la reconstitution du cartilage. C'est-à-dire que cet extrait d'eau de mer véhicule une information qui ravive les capacités vitales de base. C'est une médecine de terrain. C'est pas en train de cibler une maladie ou une pathologie en tant que telle, c'est que ça restaure une mémoire, ça restaure un équilibre de l'organisme dans sa capacité à se régénérer et à se reconstruire. Alors ça défie un peu les statistiques et les compréhensions médicales habituelles, mais depuis une dizaine d'années, c'est un ouvrage nous sommes en train de préparer avec une infirmière qui s'est spécialisée sur ce domaine-là. On fait des radios avant et des radios après. On a une densité osseuse qui s'est accrue et on a des reconstitutions de cartilage qui apparaissent. Oui, l'eau possède d'étonnantes propriétés. Elle a notamment la pression la plus élevée des liquides et c'est ainsi grâce à elle que les végétaux peuvent sortir de terre et parfois même pousser sous une chape de béton. Une autre propriété étonnante est que sa densité est plus légère à l'état solide qu'à l'état liquide, là où d'autres éléments sont plus lourds à l'état solide. C'est ainsi que la glace flotte sur l'eau. Et enfin, l'eau est composée de 2 gaz, et pourtant, comme l'affirme l'écrivain David Herbert Lawrence en 1929, l'eau est H2O, 2 parts d'hydrogène, 1 part d'oxygène, plus une 3e chose qui fait que l'eau est l'eau et que personne n'a pu encore identifier. On s'attendrait à ce que l'eau soit un gaz à température ambiante et non pas un liquide. C'est cela qu'il y a de très étonnant.
d'autant que plus une molécule est lourde, plus sa température d'ébullition est élevée. Or, l'eau H2O est extrêmement légère et pourtant elle bout à 100 degrés, ce qui est troublant en comparaison d'autres molécules très proches d'H2O. Cela fait partie de ces étonnantes propriétés qui permettent que l'eau reste liquide dans notre environnement et puisse accueillir en elle la vie. Si on ajoute à ces particularités sa capacité à garder en mémoire une information électromagnétique et à la restituer, H2O ne suffit pas à comprendre sa nature profonde. Revenons donc rapidement sur quelques notions de physique élémentaire. Pourquoi ne peut-on pas affirmer que l'eau est seulement H2O ? Eh bien parce qu'il existe de nombreuses variantes à cette équation et elle serait extrêmement réductrice. D'une part, l'hydrogène est elle-même complexe puisque selon ses différents isotopes, elle peut être définie par D deutérium, T tritium ou H pour l'hydrogène. L'oxygène aussi affiche des variétés isotopiques et on notera 16, 17, 18 ces variétés isotopiques. Ajoutons à cela des directions de flèches qui représentent les spins des atomes selon qu'ils soient para ou ortho. Ajoutons aussi que sa charge peut être positive ou négative, car il peut exister des milieux acides ou basiques. Enfin, il est important de dire que ces molécules sont en lien constant avec le vide quantique. Ces quelques éléments suffisent à comprendre que l'eau est multiple. C'est comme si elle avait plusieurs visages toujours en mouvement, ce qui varie en fonction d'une multitude de facteurs. L'équation décrivant l'eau de façon théorique se rapproche plus probablement de cela, mais en mouvement perpétuel. Pour le professeur Marc-Henri, la mémoire de l'eau est une conséquence évidente de la nature même de l'eau que la physique classique ne peut expliquer. Ce chercheur de renom a étudié l'eau dont les propriétés lui apparaissent chaque fois plus étonnantes. La théorie quantique associée à l'eau permet de mieux comprendre cet élément. Cette physique qui nous explique que la matière est constituée à 99% de vide. La physique quantique va nous apprendre par contre que la matière n'existe pas. Et quand on commence à dire ça n'existe pas, donc ça pose des problèmes. Mais par contre, ça va résoudre les problèmes pour comprendre l'eau. C'est-à-dire que grâce à la physique quantique, on peut maintenant traiter l'eau non plus comme une matière, mais comme une vibration. Et quand vous la regardez par sa facette vibratoire, c'est plus du tout H2O. C'est quelque chose qui est en fait une succession de niveaux d'énergie, et chacun de ces niveaux d'énergie a une fréquence de vibration caractéristique. Et donc, au lieu d'avoir un objet H2O côté matière, vous avez en fait le même objet qui peut être vu d'une infinité de façons, suivant l'énergie que vous mettez et donc la fréquence de vibration que vous excitez. Donc évidemment, quand vous passez d'un modèle où il n'y a qu'une image H2O, vous ne comprenez pas. Et quand vous passez à un autre modèle où maintenant l'eau se manifeste sous une infinité de différentes fréquences, ça devient plus facile d'expliquer ce qui se passe. Quand la physique quantique arrive, en fait, ça réhabilite le vide et surtout, ça nous dit que le vide est plein de quelque chose. Alors, il ne peut pas être plein de matière parce qu'on sait très bien, l'expérience de Magdebourg, qu'on sait faire le vide de matière. Mais ce que nous apprend la physique quantique, c'est qu'une fois qu'on a retiré la matière, il reste quelque chose. Quoi ? C'est pas très difficile parce que on a les équations de Maxwell qui nous disent que si on prend une charge électrique et qu'on la fait bouger, il suffit simplement de la mettre en mouvement, elle crée une onde. On appelle une onde électromagnétique. Alors, suivant la fréquence, ça fait ce qu'on appelle des ondes radio, mais ça fait aussi la lumière, si la fréquence est suffisamment élevée. Et ces ondes électromagnétiques, il faut savoir qu'une fois que vous arrêtez le mouvement de la charge qui les a créées, elles se propagent. Et donc, même si vous retirez les charges, les ondes sont toujours là. Et donc, on va découvrir que le vide est plein d'ondes électromagnétiques. Donc là, vous voyez à quoi ressemble un champ. C'est une entité qui a une autonomie, c'est-à-dire qu'elle est capable de se déplacer, elle est capable de varier de position. On voit très bien ici qu'elle est faite de lignes de champ. Et j'insiste bien, tout ça, vous ne le voyez pas, mais ça existe. Si on prenait cette pièce, c'est exactement ce que vous verriez. Vous vivez dans cette chose-là. Ce sont des artistes qui ont fait ça, mais en utilisant les données de la science. Ce sont des particules chargées qu'on utilise pour visualiser les lignes de champ. Ouais.
C'est comme les petits lumailles de fer sur les aimants. Voilà, donc vous voyez, ça bouge. Dès qu'il y a des charges électriques qui rencontrent les lignes de champ, ça fait du mouvement. Donc là, vous voyez par exemple des circuits électriques où on fait passer des courants alternatifs, vous voyez. Alors ça va partout, ça va dans l'air, ça va dans les murs, c'est dans le sol. Alors le vide a toujours posé un énorme problème aux philosophes. Le vide a une notion de négativité. Je dis vide parce qu'il n'y a pas de matière. L'éther, c'est une notion qui existait déjà chez les Grecs, chez Aristote. Elle a été bannie de la physique en 1905 par Albert Einstein, avec des expériences célèbres qui nous ont montré, parce que la théorie de Maxwell, pour expliquer la propagation de la lumière, avait besoin d'un éther. Et on a un jeune scientifique qui, en 1905, dit « l'éther n'existe pas, il n'y a que du vide ». Mais ce que peu de gens savent, c'est que peu après, en 1921, 16 ans plus tard, le même bonhomme revient à la gueule enfarinée, il nous dit « oh, je me suis trompé ». Parce qu'entre-temps, il a fait la relativité générale, et il s'est aperçu qu'un univers sans éther ne pouvait pas exister. Et il l'écrit dans une conférence de 1921, « l'éther existe parce que sinon il n'y aurait pas de gravité, il n'y aurait pas l'univers tel qu'on le connaît ». Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut aussi réhabiliter cette notion qu'on appelle l'éther. C'est-à-dire l'éther, c'est tout ce qui n'est pas de la matière et pas de la lumière. Et c'est cette réalité qui est forcément invisible. De par sa nature multiple, l'eau est sensible à ces différents champs électromagnétiques présents dans le vide. Elle interagit avec cette réalité invisible qui dépasse notre champ de vision et qui est pourtant bien réelle. Qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle est traversée par des champs magnétiques ? Elle répond. Elle se polarise parce que le champ électrique de l'onde, comme je vous l'ai dit, va orienter les molécules d'eau. Vous n'avez pas la même réponse si vous êtes à basse fréquence que si vous êtes à haute fréquence. Ici, vous êtes à haute fréquence, il n'y a pas de réponse. Ici, vous êtes à basse fréquence, il y a une réponse qui est très forte. Au cours de ces expérimentations, le physicien Marc-Henry découvre que les molécules H2O peuvent se synchroniser et former des ensembles coordonnés de molécules. On parle de condensat de molécules. Ainsi, en plus d'apparaître derrière cette multiplicité de formes, les molécules d'eau agissent toutes ensemble comme une. Tels les bancs de poissons, les molécules vont agir de concert et exprimer toute la même forme. C'est pourquoi l'eau doit être considérée comme un ensemble cohérent, ordonné et organisé, et non pas comme des molécules H2O isolées. Marc-Henry explique que ces domaines peuvent être soit cohérents, soit incohérents. Ces domaines de cohérence représentent plusieurs millions de molécules d'eau coordonnées les unes aux autres, environ 10 millions de molécules H2O interagissant de concert. Revenons à la capacité mémorielle observée par les professeurs Benveniste et Luc Montagnier. Comprenons que c'est bien cette capacité d'organisation en domaine de cohérence ou incohérent qui serait à l'origine de cette mémoire. Notons 1, le volume élémentaire d'eau devenue cohérente et 0, celle désordonnée. Rappelons qu'une molécule d'eau occupe en moyenne un volume de 0,03 nanomètres cubes et qu'un domaine de cohérence, selon les expériences réalisées, occuperait un volume de 10 puissance 6 nanomètres cubes, ce qui amène à une capacité mémorielle extrême. En effet, les molécules étant de très petite taille, cela pourrait être comparé à des composants nanotechnologiques de très haute capacité. Par exemple, un centimètre cube pourrait contenir environ 100 téraoctets d'informations. Pour vous donner une idée, tous les livres du monde, qui représentent environ 200 pétaoctets d'informations, pourraient être stockés dans 3,5 litres d'eau et l'ensemble de l'ADN humain dans 108 litres d'eau. Ces théories très modernes développées par le professeur Henry amènent à nous interroger sur la science de demain et ses possibilités. Elles dépassent largement ce que l'on pouvait imaginer. Non seulement l'eau a une mémoire, mais elle est gigantesque et extrêmement sensible. Ce qui compte dans la mémoire de l'eau n'est pas l'eau, mais bien l'information qui circule dans l'eau, affirmait Jacques Benveniste. Comment pourrions-nous favoriser la capacité de l'eau à transmettre cette information ? Or, nos réseaux de circulation de l'eau sont construits avec des zones d'eau stagnantes où l'eau se déstructure. L'eau du robinet est filtrée, chlorée, abîmée. Celle en bouteille est en contact avec des matières plastiques.
Celle des lacs et des rivières est hautement polluée, causant d'énormes dégradations de la biodiversité. Sans parler de l'influence du Wi-Fi, des ondes radio, du téléphone sur cette eau que nous consommons. Tout ceci a une incidence électromagnétique sur l'eau. Ça pose donc la question de la qualité de l'eau, non seulement au niveau de sa qualité chimique, mais au niveau de sa qualité électromagnétique et donc vibratoire en fait. On se pose la question de la qualité vibratoire de l'eau. À partir de là, il y a plusieurs chercheurs qui ont élaboré des procédés visant à améliorer la performance de l'eau dans sa nature vibratoire. Donc on a des procédés de dynamisation de l'eau, on a des procédés de réinformation de l'eau, on a des procédés pour rendre l'eau plus cohérente. Voilà, c'est des mots qu'on entend souvent dans ces milieux-là. Et tous ces procédés visent à rendre l'eau plus vivante, entre guillemets, c'est-à-dire plus apte à capter et retransmettre des informations et à participer au processus du vivant. Et en fait, l'eau, on peut la dynamiser de plein de façons différentes. On peut la dynamiser en la secouant, on peut la dynamiser en l'agitant, non pas simplement parce qu'on va la bouger, mais en l'agitant parce qu'on la confronte à du son. Ce son va faire bouger l'eau également. Et puis on peut aussi l'exposer à de la lumière. Un catalogue un petit peu de toutes les solutions qu'on peut imaginer, de toutes les techniques qu'on peut imaginer. On a plus de 300, 340 procédés différents pour dynamiser l'eau, pour agiter l'eau, pour en gros réveiller quelque chose en elle au niveau de l'énergie qui va être présente dans l'eau. Et il se trouve que cette énergie est d'ordre électromagnétique. Plus l'eau peut se mouvoir rythmiquement, plus elle reste vivante en son intériorité. Affirmait Théodore Schwenk, ingénieur hydraulique. Pour la chercheuse Hélène Bernet, qui s'est penchée sur la question pendant des années, celle-ci affirme, pour simplifier, que lorsque l'on n'est pas sûr de l'eau que l'on boit, il existe un geste simple que l'on peut faire. Pour elle, il suffit de créer une cascade d'eau permettant de la réoxygéner, de la réinformer, de la dynamiser. C'est un geste simple que les hommes du désert pratiquent traditionnellement sur l'eau bouillie depuis des siècles. Elle nous montre comment parfois seul un geste peut suffire. S'agissant des rivières et des lacs, il existe aussi depuis des décennies des solutions qui pourraient être appliquées pour améliorer à grande échelle la qualité des eaux. C'est sur ce principe de mouvement de vortex que le naturaliste, philosophe et inventeur Victor Schauberger a basé tous ses travaux. Il fut considéré comme un des pionniers de la recherche hydraulique par de nombreuses personnes. Schauberger a défini que l'eau est un élément qui se dynamise naturellement dans sa course le long d'un cours d'eau ou d'une rivière à l'aide de vortex fluidiques ou plus communément tourbillons. L'eau se vivifie et se dynamise via ces turbulences, ces tourbillons, ces spirales, ces vortex qui se forment dans le lit des rivières. Ces mouvements naturels sont une source de restructuration de l'eau. Sa qualité s'améliore naturellement en permettant que ces tourbillons, ces mouvements ondulatoires se reforment. C'est ce qui se passe notamment en Allemagne ou dans certaines villes où des obstacles ont été réintégrés dans les rivières pour favoriser la formation naturelle de ces vortex. Le fait de créer des tourbillons, ça va dissiper de l'énergie, et cette énergie, elle, au lieu d'aller éroder les parois et de se traduire par une vitesse de fluide, le fluide va ralentir, et ça va permettre donc à la vie, tous les processus vitaux de se développer. Mais le tourbillon, quand vous avez pris un cours d'eau et que vous l'avez rectifié, et ça a été fait au début du XXe siècle, on avait avant des cours d'eau qui faisaient ça. Donc il n'y avait pas besoin de les rectifier. Et puis on s'est dit, pour la navigation par bateau, c'est idiot de faire ça, on va rectifier le cours d'eau et on pourra aller tout droit. Et en plus, ça va plus vite, donc c'est génial. Ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'avait pas compris, c'est que cette rectification du cours d'eau, elle était bien sur un point de vue économique, pour le commerce, mais pour la nature, c'était une catastrophe, parce qu'on n'avait plus de vitalité. Et donc ce que faisait Schauberger, c'est qu'on va recréer des tourbillons, mais comme on ne peut pas refaire, parce que ça a été... on a canalisé l'eau, on va mettre des cailloux, on va mettre des obstacles pour que l'eau se remette à tourbillonner. Et donc on réaménage la rivière en tenant compte du fait qu'on l'a déjà, on n'aurait pas eu à faire ce travail si on l'avait laissé comme elle était au XIXe siècle. Mais ça, c'est quelque chose qui a été compris en Allemagne et en Autriche, mais c'est toujours pas compris dans d'autres pays.
C'est-à-dire qu'ils n'ont toujours pas compris que ces façons d'avoir des berges droites, c'est une catastrophe écologique. Il faut absolument remettre du tourbillon là où on les a enlevés. Je suis en contact avec des gens qui ont appliqué les principes de Schauberger à des rivières d'aujourd'hui, et on revoit apparaître une microfaune, on revoit apparaître de la vie là où il n'y en avait plus. Donc on sait que ça fonctionne. Mais après, est-ce qu'on a la volonté politique et économique de le faire? Ça, c'est un autre problème. Pareillement, Roland Plauché, chercheur et inventeur, a mis en œuvre dans les années 80 un procédé physique de transfert d'informations naturelles qui préserve les ressources pour dépolluer une eau stagnante comme celle des lacs notamment. Montreux, en Suisse, automne 1984. Depuis des années, la ville se plaint de la diminution de l'oxygène dans le lac Léman. À certaines profondeurs, le lac devient mortel pour les poissons. Mais soudain, la presse locale parle d'un certain Roland P. Il aurait immergé des tuyaux mystérieux dans le lac afin d'augmenter la quantité d'oxygène. On mentionne des rayons cosmiques, on parle de formes d'énergie inconnues. Des choses miraculeuses se passent, les algues régressent, la qualité de l'eau s'améliore. Cet inventeur non conventionnel commence à déranger les autorités. La dispute s'envenime et les Suisses arrêtent sur le champ Roland P. et lui retirent sa carte de séjour. La police le reconduit à la frontière. Après son expulsion à RFA, on n'entend plus parler de Roland P. Il semble avoir disparu. Il expérimente ses inventions dans les eaux saumâtres, les stations d'épuration, les lisiers, la pisciculture. Ses résultats sont spectaculaires, reproductibles à très grande échelle et d'une grande simplicité. Quand vous prenez un lac maintenant, vous n'allez pas le mettre en mouvement, ça n'a pas de sens, parce que c'est telle masse d'eau que ça ne peut pas fonctionner. Ça fonctionne pour une rivière, ça ne fonctionne pas pour un lac. Mais une fois que vous savez que ces tourbillons, quand vous êtes dans la rivière, tourbillon d'eau, en fait, c'est aussi des tourbillons d'éther. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est pas en fait le fait que l'eau tourbillonne? C'est que l'eau tourbillonne et crée un tourbillon d'éther qui permet de faire la chose. Auquel cas, tout ce que vous avez à faire sur une eau qui est stagnante, c'est créer des tourbillons d'éther. Et ça, c'est le principe de ce qu'on appelle la dynamisation, la structuration de l'eau. Il y a on ne va pas les appeler des scientifiques, mais il y a des gens qui ont réfléchi à ce problème. Alors, ils ne le formulent pas comme moi je le formule en termes de tourbillons d'éther. Mais c'est un petit peu l'idée qu'ils ont derrière, c'est d'aller mettre, on va informer de la matière, ça peut être de la silice, ça peut être d'autres matières, des céramiques en général, qu'on va informer, qui vont créer des tourbillons d'éther. On met ces céramiques dans l'eau, et automatiquement, si ce qu'on dit est vrai, c'est-à-dire que l'éther est la source de tout, ça doit marcher. Et je crois que l'expérience a été faite à Genève, dans le lac Léman, et ça a marché. On a mis les fameux tubes de Blocher sur un lac qui commençait à mourir, et puis après avoir mis les tubes qui, eux, n'ont aucune action matérielle. On est purement avec des tourbillons d'éther, sont capables de récréer un organisme, enfin une faune aquatique, et on voit le lac qui revit. Nous pourrions donc jouer sur deux tableaux, réorganiser notre gestion de l'eau afin de lui permettre de rester dynamique ou vivante, ou apprendre à la redynamiser. Ces différentes expériences offrent des perspectives pour l'homme et la vie dans son ensemble, car la nature a créé des systèmes d'autorégulation et d'harmonisation pour préserver son équilibre et son homéostasie dont il nous appartient de s'inspirer. À partir du moment où on accepte la capacité de l'eau à être en contact avec le monde vibratoire de notre réalité, c'est très intelligent de penser à améliorer ses performances, en fait. Donc il y a une espèce de logique implacable dans cette idée qu'on puisse dynamiser l'eau ou la réinformer ou la rendre plus cohérente. Comprenant ces implications dans nos vies, il serait important de pousser encore plus loin le fonctionnement d'un tel mécanisme mémoriel, organisationnel et dynamique. Ceci concerne le monde vibratoire de la physique, mais aussi les frontières de la science, vers la compréhension de notre monde tangible par la métaphysique. Quand vous avez le champ d'information, le problème, c'est qu'il est invisible. C'est pas de la matière, c'est pas de la lumière, c'est de l'éther pur. Vous voulez que ce champ d'information agisse sur quelque chose, il vous faut une interface. C'est l'eau. Et quand l'éther parle à l'eau, comme l'eau hydrate toute chose, ça c'est ce que nous disait Thalès, les choses prennent une forme.
C'est-à-dire que vous allez avoir un chat, vous allez avoir un chien, vous allez avoir une bactérie, vous allez avoir... Bien que ce soit tout le temps de l'eau, ce qui a changé, c'est la manière dont vous dialoguez avec le champ d'information. Mais je précise que ce champ d'information existe, mais ne se manifeste pas tant que vous n'avez pas d'eau. Ce qui fait que ce champ d'information se manifeste, c'est parce qu'il y a de l'eau. Et comment se fait la manifestation de ce champ d'information quand il y a l'eau? Les objets prennent des formes. C'est pour ça que je parle d'eau morphogénique. Eau qui donne la forme. Ce qu'avance Marc-Henri, c'est que l'eau serait une interface de choix, en fait, entre le vide quantique et notre monde, parce qu'en fait, l'eau se trouve partout dans l'univers. Elle est en abondance dans l'univers. On ne s'en rend pas tout le temps compte parce qu'on a l'habitude d'associer l'eau liquide à notre compréhension de l'eau, mais l'eau peut exister sous des états différents, notamment évidemment la vapeur ou la glace, mais aussi il y a un quatrième état de l'eau qui est l'eau, qu'il appelle en tout cas l'eau morphogénique. C'est-à-dire que c'est de l'eau qui est organisée et qui fait qu'on ne la voit pas parce qu'elle n'a pas un aspect liquide. Pour prendre un exemple, quand on se regarde dans le miroir, on n'a pas l'impression de regarder de l'eau. Or, on est fait à 70% en termes de masse corporelle et à 99% en termes de nombre de molécules d'eau. On est de l'eau. Sauf que quand on se regarde, on n'a pas l'impression de regarder de l'eau. Donc c'est vrai qu'on a tendance à oublier le fait que l'eau est présente partout. C'est la substance qui a été choisie pour faire l'interface. Parce qu'elle a des propriétés. Elle utilise donc l'hydrogène et l'oxygène, c'est là où on va refaire un peu de chimie, et que si vous regardez la structure énergétique de l'eau, elle a tout ce qu'il faut. Alors, on ne peut pas prendre quelque chose qui est monoatomique, parce que le diagramme d'énergie ne serait pas correct. Il ne serait pas suffisamment complexe pour pouvoir donner une bonne interface. De même, vous ne pouvez pas prendre une molécule qui est très grosse. Parce qu'en physique quantique, plus vous augmentez la taille de la molécule et plus les niveaux d'énergie se rapprochent. Et donc après, vous avez ce qu'on appelle des continuums et vous ne faites plus la différence entre un niveau d'énergie et un autre. Donc il faut qu'une molécule qui est non monoatomique, mais qui ait le plus petit nombre d'atomes possible pour qu'on ait des niveaux bien séparés. Quand vous faites le bilan, avec la classification périodique, l'eau répond à répond au cahier des charges. L'eau serait une interface entre notre monde et le vide quantique. C'est ce vide quantique qui est le véritable chef d'orchestre de toute cette synchronisation d'informations. C'est de ce vide quantique que l'eau pourrait capter des informations dans ce champ de potentialité virtuelle. L'eau informée et chargée de l'information de ce vide immatériel donnerait une forme à notre réalité. Pour le professeur Marc-Henri, ce vide quantique serait le siège de la conscience. À partir du moment où vous n'observez pas, c'est ça la clé, c'est-à-dire que vous fermez les yeux, vous n'interagissez pas avec le système, tout est possible. Tout. Il n'y a aucune limitation. Dès que vous ouvrez les yeux, dès que vous observez, il y a des limitations. Et c'est comme ça qu'on peut dire que le vide n'est pas vide. C'est-à-dire qu'il est vide quand je l'observe, mais dès que je ne l'observe plus, il y a des réalités virtuelles qui sont là.
Donc là, on est sur un problème de base que moi j'ai résolu en ajoutant un ingrédient qui n'existe pas encore en science, mais qui existait bien avant. Dans toutes les traditions, c'est la conscience. C'est-à-dire que la conscience, si vous réfléchissez un petit peu, quand vous dites faire une mesure, observer, c'est qui? Et quand on dit c'est qui, évidemment, ça suppose qu'il y a quelqu'un qui est là, qui manipule des objets, qui essaye d'interagir avec le système. Et si on enlève les objets, il va toujours rester ce phénomène qu'on ne peut pas enlever. On peut enlever tous les objets de matière, on peut essayer de se blinder de tous les champs électromagnétiques, vous ne pourrez jamais vous blinder vis-à-vis de la conscience. Et c'est là où moi j'ai... Bon, c'est une hypothèse, hein, mais je pense que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le vide est en fait le siège de la conscience. Il y a toujours cette conscience qui est là, et on en arrive à inverser complètement la manière dont on conçoit l'univers. Et ça, quand j'ai regardé ça sous cet angle-là, j'ai été évidemment très prudent. Parce que dire que la conscience est finalement la réalité ultime, qui crée toute chose, y compris la matière, d'un côté, j'étais rassuré par toutes les philosophies bouddhistes, hindouistes, orientales, pour qui ça pose pas de problème. Mais en milieu occidental, en tant que professeur des universités, censé enseigner la science, aller dire que la matière est une sécrétion de la conscience, où tout le monde pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire que la conscience est sécrétée par la matière, il faut quand même être un peu osé. Et qu'est-ce qui m'a rassuré? Eh bien, c'est que tous les pères de la physique quantique, Max Planck, Schrödinger, Heisenberg, David Bohm, tous disent ça. Quand on lit les phrases, c'est clair, la conscience est avant tout. Et vient d'abord la conscience, ensuite la matière. Alors on peut le voir, cette conscience universelle, elle a plusieurs propriétés que les religions ont bien identifiées. Elle est partout, en même temps, au même endroit, c'est-à-dire qu'elle ne se propage pas, donc c'est bien ce qu'on appelle un champ, c'est pas un truc localisé. Et le meilleur terme qu'on ait aujourd'hui en science pour qualifier cette conscience, c'est effectivement un champ d'information. Et une fois qu'on a dit que le vide est en fait la conscience, la source de toute réalité, ça veut dire que l'eau est une interface. C'est ce qui nous permet de nous connecter à ce vide pour créer un monde visible, c'est-à-dire c'est une interface, ça s'appelle en science un transducteur. C'est-à-dire vous avez le vide, la matière et la lumière qui sont des choses observables, vous avez le vide qui est inobservable mais qui est la réalité. Matière et lumière ne sont que des illusions, comme le prétendent les philosophies hindouistes, hein. Ce point de vue, ils ont raison. Vous sentez bien que si la réalité est là et ça c'est une illusion, il vous faut une interface. Quelque chose qui vous permet de prendre la réalité du vide et de la transcrire en matière et lumière, ou qui prenne la réalité matière et lumière et qui la transforme, informe la conscience qui est dans le vide. Et ça, c'est le rôle de l'eau. L'eau serait-elle le corps d'un monde de force qui lui est supérieur et qui intervient par elle dans le monde matériel, y faisant office de médiateur pour la formation des organismes ?
Une autre question pourrait être soulevée si l'eau est un immense réservoir d'informations et que nous sommes composés à 99% de molécules d'eau. Pourrions-nous imaginer que dans nos membranes cellulaires, nous ayons accès à cette quantité d'informations? Et si c'est le cas, comment pourrions-nous y accéder? On peut le voir comme un disque dur au sens informatique. C'est-à-dire, je peux écrire là-dessus. Moi, j'ai fait le calcul, on est à peu près à 10 kilooctets de mémoire par cellule, compte tenu de la taille de la cellule, et vous multipliez par 10 puissance 13 cellules qui sont dans votre corps, et vous obtenez des capacités qui se mesurent en pétaoctets, quoi. Et après, si on a un petit peu les notions de bande passante, j'ai fait des estimations avec des bandes passantes raisonnables. J'ai pu calculer qu'on pouvait stocker à peu près 100 ans de vie sur nos membranes cellulaires. On peut mémoriser, c'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de dire là, c'est mémorisé. Et au bout de 100 ans, on risque de commencer à saturer le disque. On voit que l'eau peut capter et stocker une énorme quantité d'informations. Et quand on imagine qu'on est fait à 99% de molécules d'eau, on peut se demander la quantité d'informations qui se trouvent dans notre corps. Et c'est vrai que quand on se penche sur la question du corps, les images qui sont souvent mobilisées pour parler du corps, c'est soit que le corps est une antenne potentielle branchée sur l'univers, ou alors qu'il est un hologramme dans lequel tout se trouve représenté. Et on se demande si l'eau ne pourrait pas non plus avoir un rôle à faire avec ces modèles-là, ces visions-là d'un corps hologramme. On peut soit envisager que dans notre corps se trouve un réservoir incroyable d'informations, mais si on prend l'hypothèse que l'eau obéit aussi à une intrication quantique, on peut imaginer qu'on est intriqué avec peut-être l'ensemble de l'univers. Notre conscience a une bande passante qui est de 16 bits par seconde. Et donc à 16 bits par seconde, aller lire des pétaoctets, vous faites le calcul, vous verrez qu'il vous faut des milliards d'années. Hein. Donc non, on n'a pas accès. Alors par contre, ça c'est le rôle de la conscience, c'est qu'on peut, à 16 bits par seconde, aller lire une partie du disque. C'est-à-dire focaliser son attention, dire, je vais lire cette partie, et ça on peut le faire, et ça va créer une émotion, ça va créer une réaction physiologique, puis après on va lire une autre partie, mais on ne peut pas lire le disque dans sa totalité. La seule manière de lire le disque dans sa totalité, c'est de mourir. Parce que là, votre structure matérielle disparaît, et l'information en physique quantique ne peut pas disparaître, donc elle va se transférer vers l'éther, qui lui va remplacer le disque dur, c'est maintenant l'éther qui fonctionne comme disque dur, et comme vous êtes mort, c'est-à-dire que vous êtes pure conscience, là vous avez accès à tout le disque. Parce qu'il n'y a plus de structure matérielle qui vous limite. C'est là où on s'avance quand même sur des terrains qui sont encore très spéculatifs, donc c'est très difficile de commencer à élaborer des grandes théories autour de l'eau. Bien sûr, on ne peut pas s'en empêcher, c'est toujours super intéressant, mais voilà, on est là sur des hypothèses qui sont encore très très spéculatives. Cette théorie se rapproche de nombreuses traditions millénaires. Par exemple, pour les taoïstes et les aborigènes, le moment de la mort est un retour à la conscience universelle, dans laquelle l'individualité fusionne avec l'ensemble des connaissances et expériences du monde. Les mouvements de l'eau émanent d'une essence spirituelle, réelle, qui descend du monde ordonné des astres. Compte tenu de ce que des écoles de pensée par rapport à l'eau nous suggèrent dans la façon dont l'eau peut se dépolluer, dont l'eau peut être structurée, dont l'eau peut être dynamisée, pour fabriquer une eau qui soigne, pour fabriquer une eau qui a des propriétés miraculeuses, pour fabriquer une eau qui a des capacités de restauration et de réparation du vivant, pourquoi se priver de ces potentiels? Nous sommes en mesure de le faire et nous sommes en mesure d'appliquer nous-mêmes ces méthodes-là, cette écologie de l'eau ou cette vision globale de l'eau dans toutes ses dimensions, donc d'avoir cette vision multidimensionnelle de l'eau, autant sociétale que sacrée, que chimique, que électromagnétique, que biologique. L'eau est un élément clé par rapport à l'éveil des consciences et par rapport à la transformation de la société. Et c'est pour ça qu'il y a des enjeux politiques, des enjeux de pouvoir et des enjeux économiques aussi forts autour de l'eau, parce que derrière, c'est l'influence que ça a sur notre conscience.
pouvez la prendre par n'importe quel côté. Côté philosophique, côté scientifique, côté chimique, côté physique, et que vous essayez vraiment d'être sincère, c'est-à-dire de comprendre. Vous allez, moi c'est ce qui m'est arrivé, hein, quand j'ai commencé à mettre le pied dans l'eau, c'était pour comprendre comment l'eau pouvait accueillir plein de solutés, des sels, hein. C'était tout simplement le chlorure de sodium par exemple. Comment se trouve le chlorure de sodium quand il est dissous dans l'eau? Ben, partant de là, je me retrouve à mettre la conscience au-dessus de la matière. Vous voyez le grand écart. Et ça, c'est typique des gens qui sont dans l'eau. Hein. C'est-à-dire que, quel que soit le côté où on l'aborde, comme c'est une unité, tôt ou tard, si on est sincère et travailleur, moi ça m'a demandé 40 ans, hein. Si on est sincère et travailleur, on arrivera à avoir une vision extrêmement vaste. Au final, l'eau reste une substance mystérieuse. On la comprend peut-être un petit peu plus à l'heure d'aujourd'hui, mais ça reste quelque chose qui évoque un mystère. Le mystère du vivant, puisque la vie naît avec l'eau, en réalité. Mais si on doit apprendre quelque chose de l'eau dans notre culture, c'est de se rappeler de la nature vibratoire et ondulatoire du monde dans lequel on vit. Et ça change complètement notre vision occidentale de la réalité, en fait. Bien que l'eau apparaît comme un liquide des plus banals, elle nous renvoie à des compréhensions fondamentales. Celles soulevées par la physique quantique sur l'étrangeté de notre nature, rappelant que nous sommes composés de 99% de vide pour seulement 1% de matière. Alors, ne serait-il pas temps que la science prenne enfin la mesure de cette affirmation en se tournant vers ces 99%, au lieu d'investir tant d'énergie dans les 1% restants? D'autant que ces 1% qui nous composent sont à 99% de l'eau. Sommes-nous prêts à redonner son importance à l'invisible et à l'eau qui nous entoure et nous compose? Sommes-nous prêts à plonger au cœur du plus grand des mystères, celui même qui porte sur notre existence? Et enfin, sommes-nous prêts à regarder la question la plus fondamentale qui demeure pour chacun? En réalité, qui suis-je? Comme